Bonjour Maître Doudou Ndoye. Bonjour monsieur. C'est un plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Moi aussi, de vous revoir. C'est important. Vous êtes avocat à la Cour, c'est pourquoi on va parler de loi. Vous êtes homme d'affaires, on va parler d'industrie. Vous êtes l'ébout, on va parler du foncier. Vous êtes leader politique, on va parler de l'exploitation des ressources naturelles que sont le pétrole et le gaz. Commençons d'abord, Maître Doudou Ndoye, par cette affaire qui relance le débat, l'éternel débat sur les financements des partis politiques au Sénégal. L'affaire a été ébruitée au Parlement, elle a atterri sur les plateaux de télévision et cette affaire dit tout simplement qu'Ousmane Sonko aurait reçu des fonds venant des Qataris pour renégocier le pétrole et le gaz. Suivez-vous cette affaire, Maître Doudou Ndoye? Vous avez commencé par me présenter. Oui. Et vous avez dit, vous êtes avocat. À la Cour. Ensuite, vous êtes homme d'affaires. Oui. Je ne suis pas homme d'affaires. Pourquoi? Je ne l'ai jamais souhaité et je ne le serai jamais de ma vie. Pourquoi? Vous avez des biens, vous Oui, avez des terres, mais cela ne signifie vous pas avez des maisons. Cela ne signifie pas être homme d'affaires. C'est quoi homme d'affaires? Homme d'affaires, c'est quelqu'un qui travaille dans la vente, l'achat, le commerce pour ne gagner que de l'argent. Cela est interdit à tout avocat. Aucun avocat, en tout cas du système français, dont nous sommes les héritiers, aussi bien dans les usages que dans les règles, n'a le droit de se comporter en homme d'affaires, à fortiori de l'être. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je ne souhaite pas l'être. Je ne souhaite pas avoir cette richesse de ma vie. Vous en avez. Oui, je peux Ça, en c'est un avoir. fait. Et vous l'avez écrit dans vos livres. Résultat de mon travail d'avocat. C'est important. Et que je garde pour mes enfants et mes petits-enfants. Tout travail mérite salaire. Si vous gaspillez votre salaire, c'est votre affaire. C'est important. Moi, je garde mon salaire pour mes enfants et mes petits-enfants. J'espère que ce sera de gros salaires. Je le souhaite. Mais je ne suis pas un homme d'affaires. Et restons. Acheter pour revendre, c'est ça l'homme d'affaires. C'est important. Un avocat n'a pas le droit de l'être. Restons sur cette actualité. Oui. C'est l'affaire qui concerne Ousmane Sonko, qui est cité dans une affaire qui transcende les frontières. Sont des fonds qataris qu'aurait reçu le maire de Ziguinchor pour renégocier les contrats du pétrole et du gaz. Suivez-vous cette affaire, Maître Doudou Ndoye? Si vous me permettez une réponse de sagesse. Laquelle? Je vous dirais, monsieur, vous avez dit des fonds qu'aurait reçus. Oui. Vous-même, vous n'affirmez pas qu'il a reçu. C'est une accusation. Nous parlons français. Oui. À moins qu'on parle arabe et chinois à la fois. Nous parlons français. C'est de la grammaire française. Vous m'avez dit qu'aurait reçu Oui. monsieur X. Oui. Aurait, c'est conditionnel. Oui. Si vous m'avez dit qu'a reçu, mais vous m'avez dit qu'aurait reçu. Oui. Mais aurait reçu, c'est aurait, j'en sais rien moi. C'est vous-même qui m'ont montré que vous n'en savez pas, vous n'avez pas la certitude. C'est juste une accusation d'un député De du camp quelqu'un. présidentiel Mais moi, je n'en à sais rien. l'endroit d'un maire de Ziguinchor. Ah, vous Est-ce savez- que vous suivez cette affaire? Mais je n'ai pas à suivre cette affaire. Tout le monde, tout le Sénégal lit les journaux. Oui. Et dans tous les journaux du Sénégal, c'est aurait est écrit. Oui. Mais aurait, c'est aurait. Tout le monde sait aurait. La vie de chacun d'entre nous, c'est du aurait. Tous les Sénégalais sont accusés de tout et de rien. C'est votre réponse par rapport à ça? Oui, c'est ma réponse. En tout cas, il relance un débat, Maître Doudou Ndoye, un éternel débat, c'est les financements des partis politiques. Un vieux débat parce que la loi 1981, 2 ans après, vous avez été ministre de la Justice, la loi stipule sur le financement des partis politiques. Est-ce que c'est facile de résoudre ce cas-là qui résiste au temps? J'ai eu l'art d'écouter. Si vous aviez le même art que moi, je serais heureux de vous répondre. Allez-y. Vous partez d'une accusation faite sur une personne selon laquelle des fonds viendraient du Qatar et vous débouchez sur le financement des partis politiques entre une personne accusée, à tort ou à raison, je n'en sais rien, et le concept de financement de partis politiques, il y a un pont qu'ils ne font pas franchir. Lequel? Le concept des partis politiques, c'est le concept des partis politiques. Le financement des partis politiques, c'est un domaine. On peut parler du financement des partis politiques. Ce qu'on fait actuellement. Bon. Depuis que je fais de la politique, en tout cas, et j'en fais depuis 1958 à peu près. Depuis que j'ai la carte d'un parti politique dans ma poche,
Donc depuis ces années-là, je n'ai pas souvenance d'un parti politique quelconque au Sénégal dont l'argent ne vient pas de la poche de quelqu'un. Soit c'est le fondateur lui-même, M. Abdoulaye Wade, mon cher vieil ami, en sait bien quelque chose. Moi-même, j'en sais bien quelque chose. Le président Abdou Diouf en sait bien quelque chose, et Senghor et autres et autres. L'argent de tous les partis politiques vient en général d'une personne au Sénégal et de quelques personnes à l'étranger et de quelques institutions privées ou publiques à l'étranger. Aucun parti politique n'a fonctionné avec les cotisations de ses membres. Je défie tout parti politique, dont le mien, au Sénégal, de prouver qu'il a fonctionné avec les cotisations de ses membres. Donc l'article n'a pas de sens. Mais l'article 3... Qu'est-ce qu'il a du sens au Sénégal? Il n'y a pas beaucoup de choses. Mais je peux citer l'article. Oui, mais je connais l'article, ne vous en faites pas. Chaque parti politique doit déposer au plus tard le 31 janvier le compte financier de l'exercice écoulé. Ce compte doit faire apparaître que le parti politique ne bénéficie d'autres ressources que celles provenant des cotisations, dont et legs de ses adhérents et sympathisants nationaux et des bénéfices réalisés à l'occasion de manifestations. Je vous ai déjà dit, je connais cet article. Aucun article n'a de sens dans notre pays. Rien n'est respecté convenablement. C'est mon affirmation. Aucun parti politique, je réaffirme, n'est régulier au regard de cet article-là. Il n'y en a pas un seul. Et il n'y en a jamais eu. Et quelles sont les conséquences donc? Mais les conséquences, suivez l'article. L'article suivant dit que le parti doit être dissous. Je connais le texte, ne vous en faites pas. Et quel est le parti qui a été dissous pour cette raison? Dites-le moi, aucun. Aucun parti politique au Sénégal n'a jamais respecté les lois de notre pays. Il faut qu'on apprenne à respecter les lois du pays et à les faire respecter. Si aucun parti politique, vous le dites, c'est votre affirmation, ne respecte cette loi-là. Je demande à quelqu'un d'infirmer mon affirmation et de prouver le contraire de ce que je dis. Même le vôtre ne respecte pas. Mais bien sûr, je suis le premier à ne pas respecter ces lois. Pourquoi les partis politiques ne sont pas financièrement indépendants? Ah, voilà une autre question. Parce que les Sénégalais ne cotisent jamais en quoi que ce soit. Vous avez vu une association, je ne parle pas de parti politique, je parle d'association. Une association quelconque, dans un petit quartier, même pour faire du thé chaque semaine, où les gens cotisent régulièrement. La notion de cotisation et de responsabilité individuelle dans les charges n'existe pas chez nous. Chez nous, la personne, elle est là, elle attend toujours que le grand frère lui donne, que le père lui donne, que l'oncle lui donne, que le marabout lui donne, que le président lui donne, que le français lui donne, que l'américain lui donne. C'est notre système de pensée. Il faudrait qu'on arrive par des actions concrètes, et parfois coercitives, à faire en sorte que les gens soient plus responsables. Ils viennent prendre, ils ne viennent pas donner. Le président Kennedy disait en 1962 aux jeunesses américaines, ne vous posez pas la question de savoir ce que votre peuple, votre pays doit vous donner, mais posez-vous la question de savoir ce que vous allez donner à votre pays. Nous ne donnons rien à notre pays. Chacun attend que le président lui donne, le ministre lui donne, le député lui donne. Et en définitive, on vit de cela. Mais un parti politique ne doit pas recevoir des sources financières ou de l'argent de n'importe où ou de n'importe qui, parce qu'il aspire à briguer le suffrage universel. Ce qui pourrait être interdit et que j'accepterai et dont j'accepterai l'interdiction est qu'un parti politique soit financé par des pays étrangers ou des institutions privées ou publiques étrangères au Sénégal pour conditionner l'électorat. En Amérique récemment, oui, à l'occasion de l'élection de Donald Trump, oui, il a été accusé à la Russie, contre la Russie, il y a une accusation d'influencer l'électorat américain à travers Donald Trump. Et ça continue à se dire encore, n'est-ce pas? Oui. Mais parce que seulement on souhaite que chaque pays ne puisse choisir son président que dans l'indépendance de ses citoyens. Mais pas qu'un autre État vous choisisse un président et commande votre pays. Et ça, c'est logique. C'est logique, c'est logique. Comme le Qatar, par exemple, ça fait peur, comme la Russie. Mais pourquoi le Qatar fait peur? Moi, rien ne me fait peur, rien ne doit faire peur à notre pays. Si on parle du Qatar et des ressources naturelles, c'est vous qui parlez du Qatar. Moi, je ne parle pas du Qatar. C'est l'actualité qui l'oblige. Ben, l'actualité, j'écoute, je suis, c'est vous l'actualité, monsieur. C'est vous la presse. L'actualité, c'est vous. C'est vous qui faites l'actualité. Oui. C'est pas moi.
Moi, je suis dans mon petit coin avec mon petit stylo pour m'occuper de mes affaires privées. Mais c'est vous qui diffusez l'actualité. Donc c'est vous, l'actualité, qui dites que le Qatar. D'autres disent la Russie. D'autres disent l'Amérique. Mais moi, je ne m'occupe pas de ça. J'en ai pas la preuve. Si vous me fournissez des preuves, je vous donne mon opinion. Autrement dit... Mais ce que je dis, c'est oui. le principe. Je reviens au principe. Et je suis Lequel? d'accord avec vous. Lequel? Il faut refuser que des pays étrangers puissent s'infiltrer dans notre vie publique et payer nos hommes d'État pour nous gouverner sous leurs ordres. Cela existe sous beaucoup d'autres formes, hein. Ne vous en faites pas. Même à l'égard des hommes d'État qui existent et qui sont en fonction. Ah oui. Mais bien entendu. Pourquoi? Mais non, je Vous n'ai avez pas de des pourquoi. preuves? Je n'ai pas besoin de preuves. Tout le monde sait que je n'ai pas besoin de fournir des preuves pour ça. Écoutez, avant hier, il n'y a pas longtemps, il y a 3 ou 4 jours, notre Premier ministre était en France, non? À Matignon, Amadouba. Était en France. Elisabeth Borne. Était en France. Bon, oui. Je parle du Premier ministre, je ne parle pas de nom. Je respecte les personnes. Ben, c'est le Premier ministre Amadouba. Oui, mais moi, j'ai le droit aussi de dire le Premier ministre, de m'arrêter là. Forcément. Vous précisez le nom. Exactement. Chacun son droit. Oui. Et mon droit est de dire, les 2 premiers ministres se sont rencontrés, ils ont échangé, normalement, je dis bien, ce qu'ils doivent échanger. C'est eux qui le savent. Je n'étais pas là-bas. Mais ce premier ministre-là aurait pu le faire avec le premier ministre du Danemark, avec le premier ministre de la Suède, avec le premier ministre de la Norvège. Ils sont tous de l'Union européenne quand même. Et ils ont tous des intérêts communs. Et on nous dit, la France et le président français a promis à notre président de faire de lui l'envoyé spécial de je ne sais quelle institution. Compact Afrique. Et vous oubliez que notre président est actuellement notre président. Et c'est un autre président qui lui dit je ferai de vous mon envoyé spécial. Ben, chacun donc a ses relations. Le président ne devait pas faire ça, Je n'ai pas dit qu'il ne devait pas faire. Je dis chacun a ses relations. mais il faut tirer une conclusion de Mais cette vous analyse. êtes intelligent, monsieur. Ceux qui nous écoutent sont plus intelligents que moi. Ils comprennent. Je n'ai rien à préciser. S'il vous plaît. Et le déplacement du Premier ministre, qui est aussi candidat de la coalition présidentielle pour l'élection présidentielle de 2024, un Premier ministre qui se déplace et candidat à Matignon pour rencontrer son homologue française, est-ce une coïncidence heureuse ou malheureuse? Je n'en sais rien. Je n'ai pas l'agenda politique d'un Premier ministre. Je ne peux pas parler de coïncidence, sinon je parlerai aussi de l'agenda politique du Premier ministre français. Parce que les deux ont concordé leur agenda. C'est leur agenda. Mais je pose une question en d'autres termes. Je dis, tous les premiers ministres de tous les pays de l'Union européenne n'ont pas été à cette table unilatérale ou individuelle. Donc pourquoi on choisit un pays spécial? Bon, nous comprenons que ce pays est notre coin de cœur, comme Senghor le disait. Nous avons tous un coin de cœur en France. Et croyez-moi, j'ai laissé de bons coins de cœur en France. Et j'ai laissé même mes héritiers en France. Et j'en ai aujourd'hui. Donc la France est une partie de moi-même. Plus qu'une partie de moi-même. Mais je dis, en politique, nous sommes plus grands que tout ça. Il faut donc voir la politique en termes plus vastes que ses intérêts individuels. Mais les États ont des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Aussi, les États ont des amis, parce que souvent le Sénégal dit nos amis français, l'État français dit nos amis d'Afrique. Ce n'est pas seulement en langage diplomatique. C'est le général de Gaulle. Au-delà, oui. C'est le général de Gaulle qui avait ces phrases. Française, français, je vous ai, ou algérien, je vous ai compris. Mais ça, c'est le général. Le général, c'était le général. C'est fini son époque. C'est fini l'époque du général de Gaulle. Pourquoi les États n'ont pas d'amis? Lui, chef d'État, n'avait pas d'amis pour son État. C'est lui qui le disait à son époque. C'est possible. Mais nous, moi si j'étais chef d'État, notre État aurait des amis. Des États amis qui nous respectent, qui nous considèrent comme des alter égaux, qui entretiennent avec nous des relations de confiance, de respect mutuel et pas de domination. Je les considérerais comme des États amis à notre pays. C'est important. Vous avez été candidat à la présidentielle. Avez-vous reçu, par exemple, la pression ou des pressions venant des lobbies pour faire valider leur agenda? Les lobbies ne pouvaient pas. Je ne sais même pas ce qu'est un lobby parce que je n'en ai jamais vu, ni connu, ni subi. Alors, je n'ai jamais eu de relation quelconque avec un pays étranger quelconque.
avec un étranger quelconque qui me demande quoi que ce soit, même dans ma vie ordinaire. Croyez-moi, même d'avocat simple. J'ai toujours été un cheval isolé, indépendant jusqu'aux cheveux, qui mène mon esprit là où le bon Dieu me conduit. Je n'ai jamais vu ça, personnellement en tout cas. Est-ce la Vous êtes période... en train de m'interviewer, de me sonder, ou de la sonder période... le Sénégal avec moi? Est-ce la période... Dites-moi un peu. Est-ce la période... Dites-moi un peu. Parce que vous êtes avocat à la cour, vous êtes un maître, vous êtes un intellectuel. Et vous faites l'actualité aujourd'hui. C'est tout simplement ça. Est-ce la période des lobbies, par exemple, à l'approche de la présidentielle? Est-ce qu'ils sont là pour un pays qui va exploiter son pétrole et son gaz? Vous savez, en dehors du pétrole et du gaz, toutes les élections présidentielles du Sénégal ont vu descendre sur le Sénégal des missions d'observation pour contrôler la régularité de la préparation des élections, pour contrôler la régularité le jour même des élections. Donc, ça a toujours existé au Sénégal et ça existe dans beaucoup d'autres pays aussi. Chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, le monde entier s'intéresse à tous les pays. Il y a des organisations diverses. Et les organisations diverses veulent savoir qu'au Sénégal, tout se passe normalement. Il n'y aura pas d'histoire. Au Mali, tout se passe normalement. En France, tout se passe normalement. Aux États-Unis, tout s'est passé normalement. Il n'y aura pas d'histoire. Parce que les gens ont des intérêts croisés dans le monde entier. Moi, si j'avais mes intérêts aujourd'hui, j'ai des intérêts en France. J'ai mes 2 filles qui vivent en France. Et mes 3 petites filles qui vivent en France. Vous ne croyez pas que j'ai des intérêts en France? Les intérêts de ma succession, mes successeurs se trouvent en France. Mes successeurs spirituels, mes successeurs dans mon sang. La France est partie donc de mon pays. Donc ce qui se passe en France m'intéresse. A fortiori, des Français ce qui se passe au Sénégal, des Français ce qui se passe au Mali, des Français ce qui se passe au Burkina Faso, des Français ce qui se passe en Chine. Parce qu'il y a des Français qui sont en Chine. C'est le monde qui est comme ça et qui est normal et qui est naturel. Vous savez, l'Empire romain nous a fait vivre ça. L'Empire romain avait voulu que la Pax Romana, tout le monde vive de la paix romaine, de la nationalité romaine. Et ça, c'est pas grave. C'est l'ordre du monde. C'est comme nous dans notre petite société. Mais il faut contrôler quand même. C'est pas grave, mais il faut avoir un regard de contrôle et de veille. Le regard de contrôle est naturel. Tout État contrôle tout ce qui se passe sur son territoire. Ce qui est important, c'est de dire, sur tel point, il s'est passé telle chose, on n'a pas contrôlé. Croyez-moi, l'État du Sénégal est peut-être l'un des États au monde qui contrôle le plus de choses. Ah oui. Ah oui, je peux m'arrêter là, s'il vous plaît, pour ça. Parlons du pétrole et du gaz. Pourquoi il y a tant de convoitises pour le Sénégal? C'est à cause de nos ressources naturelles ou ressources humaines? Cher monsieur, nous sommes même nous les premiers convoiteurs. C'est-à-dire? Parce qu'auparavant, on ne savait pas qu'on avait du pétrole et du gaz. Oui. On était en train de convoiter les terres, l'arachide, l'argent des banques, mais subitement on nous dit, le Sénégal va vendre du pétrole, le Sénégal va sortir du gaz, l'argent va venir, et donc nous-mêmes, nous avons déjà faim, nous disons, notre pétrole, notre gaz, ça va nous apporter de l'argent, a fortiori les autres, qui ont les moyens d'exploiter le pétrole et le gaz, et nous ne l'avons pas. Ceux qui ont la technologie et les moyens matériels et humains pour sortir le pétrole et sortir le gaz, c'est d'autres personnes, ce n'est pas notre pays. Vous pouvez avoir tout le gaz du monde, tout le pétrole du monde. Si on vous laisse, vous, tout seul, vous ne sortirez pas une goutte de gaz ni une goutte de pétrole. Parce qu'on n'a pas les moyens. Oui. Alors ceux qui ont les moyens, qui quittent leur pays, qui apportent tous leurs moyens pour sortir ça, mais leur devoir normal est de surveiller ça au plus haut point. Surveiller bien ou surveiller mal, c'est une autre question. Exploiter bien ou exploiter mal, c'est une autre question. Mais c'est un devoir naturel pour toute personne qui sort son salaire pour le mettre quelque part, de surveiller ce qu'il a fait. C'est un devoir également, naturel. Là où sort le pétrole ou le gaz, de surveiller ces richesses-là. Là, c'est le devoir du Sénégal maintenant, qui dit que c'est les biens de mon sous-sol, que vous sortez de mon sous-sol, je vais, avec les contrats que je passe avec vous, pour que vous puissiez sortir mon pétrole et mon gaz, voir comment chacun doit gagner une part légitime de ses propres efforts. Mais moi, je ne connais pas ce que le Sénégal a fait sur ça. Je n'ai pas les contrats, je ne les ai pas étudiés,
Mais je dis, c'est naturel que l'État doive le faire. L'État doit le faire. C'est naturel parce que l'État est propriétaire de son sous-sol. Oui. Vous êtes propriétaire des moyens de sortir le gaz et le pétrole. Chacun doit prendre une part légitime et naturelle et normale. Comment le Sénégal l'a fait, je ne le sais pas. Parce que je ne suis pas dans ces détails que l'on met dans les tiroirs. Moi, j'ai mes détails que j'ai mis aussi dans mes tiroirs. Pensez-vous à ces ressources naturelles-là pour booster notre développement? Parce que ce n'est pas petit. Je cite le ministre des Finances et du Budget. Ce que j'ai comme chiffre, c'est Mamadou Moustapha Ba qui parle, c'est près de 5 000 milliards d'impact de la production du pétrole et du gaz sur l'économie. D'après ces mots, croyez-vous à cela, à cette manne financière pour booster notre développement? Moi, je vais commencer par me poser moi-même et lui poser une première question. J'espère qu'il viendra vous répondre. Laquelle? Il est dit que nous avons du gaz et du pétrole. Il faut qu'il revienne nous dire, de façon qu'on puisse contrôler un jour, quelles sont les quantités réelles de pétrole que les sondages ont révélées et appartenant au Sénégal. Appartenant au Sénégal. Je suis clair. Parce que j'ai quelques chiffres quand même. Non, attendez, je pose la question d'abord avant que vous me répondiez, parce que je ne vous le pose pas à vous. Allez-y. Vous allez me donner des chiffres que vous avez reçus vous-même. Mais je pose ça au ministre des Finances. Je voudrais que la réponse vienne de lui. S'il vous plaît. Votre réponse ne me lie pas. Première question, c'est la quantité. La première question, quelles sont les quantités de pétrole, je précise bien pétrole, qui sont supposées devoir sortir du territoire sénégalais, territoire maritime ou territoire du sol, hein, et qui appartiendront au Sénégal et non pas à la Mauritanie. Ma question est précise. Même question pour le gaz. Ensuite, je pose une autre question. Dans le cadre de l'exploitation de tout cela, dont il aura répondu à la question, qu'est-ce qu'on fera de cet argent? Voilà. Parce que moi, je ne peux pas répondre à cette question, je n'en ai pas les moyens, je n'ai pas les dossiers. Mais je voudrais être éclairé. Mais j'ajoute, dans le sens de votre grande première question, ce n'est pas le pétrole et le gaz qui assureront le développement du Sénégal. Je suis affirmatif. La notion de développement est une fausse notion. C'est-à-dire? Vous savez, nous sommes un pays importateur d'expressions et de mots. On disait développement, on dit les pays en voie de développement, les pays intermédiaires. Tous ces mots n'ont jamais été créés ni inventés par un Africain. Réfléchissez, cherchez, faites des recherches. Aucun des mots que nous utilisons n'a été créé par un Africain. Et nous parlons de développement. Monsieur, il y a aujourd'hui des pays d'Amérique latine qui ont eu du pétrole longtemps avant nous et qui l'exploitent bien, qui sont presque plus pauvres que nous actuellement. Il y a certains pays d'Afrique qui ont du pétrole bien avant nous, qui vivent moins bien que nous en ce moment et qui ont du pétrole depuis longtemps. Le pétrole est un des aspects de la vie, c'est un des moyens de l'argent. Mais la circulation de l'argent, la manière dont l'argent est utilisé dans un pays, la manière dont les investissements sont faits, la manière dont on aime son pays et son peuple, pour que son argent lui serve à quelque chose, c'est cet ensemble qui fait ce qui est appelé développement et que moi j'appellerais bien-être. Car il n'y a pas de bien-être chez nous. Et aucune politique n'envisage votre bien-être, vous qui m'écoutez. Aucune. Aucune. Même les candidats à la candidature. J'ai dit aucune politique. Aucune, c'est aucune. C'est du français. Quand je dis aucune, c'est du français. Pourquoi ce nihilisme-là? Mais ce n'est pas du nihilisme, c'est du réalisme. Moi, je viens de Dakar Plateau. J'ai quitté Dakar Plateau, j'ai conduit ma voiture, je suis venu au point E. Mais faites la même chose aujourd'hui et vous allez me dire, sur chaque mètre carré, qu'est-ce que vous voyez qui vous rend heureux? C'est l'échec de vous, politique. Mais bien sûr. Oui, de vous, politique d'abord. Oui, je suis d'accord. Mais je parle de notre échec. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quand je dis notre échec. Il est dit à quoi, cet échec? Mais regardez-le et cherchez la solution. Non, attendez. Vous, en tant qu'acteur. Parce que ceux qui font de la politique n'expriment pas un véritable amour pour leur peuple, le bien-être de leurs propres enfants et de leurs petits-enfants. Ils cherchent le pouvoir. Le pouvoir, c'est le droit de gouverner
C'est la force de s'enrichir et d'enrichir qui vous voudrez. C'est la force de décider ce que vous devez décider. Mais rendre heureux votre environnement, qui l'a fait et qui le fait? Sortez de votre bureau, le point E, faites le tour de tout Dakar. Et vous me direz dans 2 jours si vous avez rencontré quelque chose qui vous a rendu heureux. Ou si vous avez vu une place publique qui vous a rendu heureux. Ou si vous avez vu un bâtiment beau, joli, dont le regard vous rend heureux. Rien n'est fait pour que les gens aiment leur pays. Je dis aimer. Vous connaissez le mot aimer? Vous aimez une femme vous aime. Vous aimez vos enfants, ils vous aiment. Mais vous aimez la nature. Vous aimez les ponts, vous aimez les bâtiments qui sont jolis. Vous aimez les places publiques, vous aimez les jets d'eau. Vous aimez vous promener le bord du lac. Vous vous asseyez sur un banc. Quelqu'un qui vous vend des choses bien, que vous mangez. Et vous êtes content d'avoir passé seulement une bonne journée, rien que ça. Rien n'est offert à notre pays pour que quelqu'un soit heureux. Et pourtant, vous, politiques, vous aviez promis tout cela à ce peuple-là, parcourant les coins et recoins. Si j'avais été président, les choses auraient changé. Mais je ne suis pas président de la République. C'est facile comme réponse, oui, mais c'est pas facile. C'est très facile comme réponse. Attendez, c'est pas facile. J'étais exécuteur d'une politique et je l'ai bien exécutée. J'étais exécuteur d'une politique. Vous avez été ministre dans un gouvernement. Je vais vous expliquer. Allez-y. Attendez, regardez la constitution du Sénégal, monsieur. Retournez aux bases du pays. Notre constitution ne donne aucun pouvoir ni aucune existence à un ministre quelconque. Dans notre constitution, il n'y a qu'une seule personne qui a un pouvoir et une existence. C'est le président de la République. Vous êtes d'accord? Ok. Vous n'êtes pas d'accord? Fermez la gueule et vous partez. C'est tout. Ça se passe comme ça. Mais ça se passe comme ça. Depuis que les présidents existent, depuis 1963, depuis que Mamadou Dia n'est plus, vous êtes d'accord? Oui. Vous n'êtes pas d'accord? Fermez votre gueule et vous foutez le camp. Donc les ministres sont des postes vides. Des quoi? Ce sont des postes vides. C'est juste du symbole. Non, les ministres ne sont vous êtes spectateur. Les ministres ne sont pas des postes vides. Si je suis votre logique, c'est-à-dire vous exécutez avec des œillères. Vous exécutez la politique définie par le président de la République. Vous n'êtes pas un poste vide. Vous pouvez être un très bon exécutant, et j'affirme que je l'ai été, parce qu'en exécutant la politique définie par le chef de l'État, je savais que j'étais mieux formé en droit que lui, et que j'étais un avocat professionnel, rompu à toute la justice, et que je pouvais apporter des changements profonds que lui ne pouvait pas faire. Pourquoi vous aimez le jeu? Le jeu JE, mais parce que c'était moi. Pourquoi vous aimez le jeu JE? Mais allez-y doucement, je vous réponds lentement. Allez-y, pourquoi vous aimez le jeu moi? Oui, si vous me posez la question, vous vous taisez, je vous réponds. Allez-y. Parce que c'était moi. C'est tout. Si c'était vous, j'aurais dit vous. Si c'était lui, j'aurais dit lui. Je vais vous dire ce que... Je dis toujours Abdou Diouf ceci, Abdou Diouf cela. Mais est-ce qu'Abdou Diouf seul est un être humain? Doudou Ndoye est un être humain, il aurait pu être président à sa place, il ne l'a pas été. Mais il a des idées, puis ils sont personnels. Quand c'est moi, c'est moi. Quand c'est vous, moi j'ai l'honnêteté de dire que c'est vous. Je suis un homme honnête. Quelque chose qui appartient à quelqu'un n'a jamais été attribué à Doudou Ndoye. Jamais. N'a jamais été refusé par Doudou Ndoye. Jamais. Mais quand c'est moi, c'est moi. C'est personne d'autre. Voilà comment j'assume le destin de mon pays. Sur la part que Dieu m'a confiée. Est-ce que je suis clair? Actuellement, parlons de nous. Est-ce que je suis très clair? Parlons de nous, pour passer de nous. Il y a une pléthore de candidats. Vous êtes en train de... Il y a une pléthore. Attendez, vous êtes en train de me psychanalyser, de me pas du tout. Psychiatrer. Je suis tellement... Alors que vous m'avez appelé pour me parler du Sénégal. Exactement. Et on parle du Sénégal. Mais laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Mais il me diable. D'accord, mais parlons de nous. Il y a une pléthore de candidats à la candidature qui se profile pour l'élection présidentielle de 2024. Espoir démocratique au désespoir d'un homme ou d'une femme qui pourrait incarner un peu ce postulat-là, président ou présidente. Les auditeurs risquent de ne pas vous comprendre. Vous parlez un français trop châtié, trop bien recherché, et ceux qui vous écoutent peuvent ne pas vous comprendre. Moi, je me fais comprendre. Je parle un français ordinaire pour tout le monde. Si un mec dit ça de moi... Je vous ai compris, hein? Vous parlez un trop long, un trop haut français. Allez-y, oui. Écoutez-moi bien. Oui. Il y aura 5000 candidats, 3000 candidats, 2000, 1150. Il y aura toujours, à ce moment, pour les élections à venir, beaucoup de candidats. Mais ça, c'est le reflet des temps. C'est parce que tout simplement, tous ces Sénégalais, je regrette, franchement je regrette,
ce que je pense et ce que je vais dire. Ils se disent tous, si nous avons monsieur tel comme président, si monsieur tel veut nous mettre monsieur Y comme président, moi aussi je peux être président. J'ai les mêmes qualifications que lui. Parce que le président n'est plus la grandeur que nous avons connue. Le président devient maintenant une simple fonction. Laissons les psychologues de l'université, les psychosociologues qui ont plus de pensée que moi, rentrer dans ce raisonnement et chercher les causes. Les gens se disent aujourd'hui que le président de la République, c'est une fonction, c'est tout. C'est une fonction de haut fonctionnaire. Ce n'est plus la vocation d'un démiurge, d'un grand homme qui va au-delà des choses et qui est un homme d'État, qui vit pour l'avenir et qui pose l'avenir. Le président devient... Il n'y en a pas ça, c'est fini, l'ère des hommes d'État ou femmes d'État, c'est fini. C'est cette ère qui semble avoir disparu. L'ère des hommes d'État est en train de disparaître. Et nous sommes dans l'ère des fonctionnaires qui appliquent des règles, des contrats. Ils n'ont plus cette vision du monde qui a fait la grandeur de tel, de tel, de tel, de tel, de tel. Et chacun se dit, ben, si lui il l'est, moi je peux l'être. Si lui il doit l'être, moi je peux l'être. Et ça devient banal. Ça devient si banal que ça n'a plus aucun intérêt. Parce que si c'est pour entrer dans un avion privé, tout seul, ou dans une belle voiture dirigée par des motards, moi je préfère aller à pied. Et pourtant, c'est le Sénégal qui est en jeu. Mais c'est le monde qui a changé comme ça. Le Sénégal est bien en jeu, monsieur. Oui. Et dans un monde qui a basculé. Et dans un tréfonds de notre culture qui a disparu. Est-ce qu'on parle... Est-ce que vous faites des émissions sur la vraie culture du Sénégal? Qui vous parle de la culture de l'homme qui fait sa grandeur, sa force, son être? Vous croyez que cette jeunesse-là qui a aujourd'hui pense culture? Croyez-vous qu'elle est jeune? Mais cette jeunesse ne pense que quoi? 50 francs, 100 francs, portable, Wave, je ne sais pas, ou c'est Wari, ou je sais quoi. Il n'y a que ça. Et puis après, vous savez le reste. Parce qu'il n'y a pas autour d'eux une atmosphère culturelle, politique, vraie politique, culturelle, qui leur fait faire avoir une foi en leur propre avenir, qui fait que ces jeunes peuvent croire en leur avenir à travers des modèles d'hommes d'État, de pères, de grands frères, qui les prennent en main et qui leur font croire que l'avenir est possible. Il n'y en a pas. Les gens sont tous devenus des fonctionnaires. Et quand on voit les plus hauts fonctionnaires du Sénégal, tous tenir la carte d'un parti politique, courir politique, ne faire que politique. Alors, ces très hauts fonctionnaires du Sénégal, est-ce que vous pouvez leur faire confiance lorsque vous avez une démarche à faire auprès de ces fonctionnaires-là, alors que vous faites partie d'un autre parti politique? Vous leur ferez confiance qu'ils vont faire leur travail pour vous? Il devait y avoir une ligne de démarcation. Mais pas il devait y avoir, c'est l'éthique même de la fonction publique. Écoutez, exemple. Oui. Si vous êtes d'un parti, je ne dis même pas d'opposition, mais d'un parti neutre, qui ne dit même pas qu'il est du parti présidentiel, mais il est simplement neutre. Chacun a le droit de croire ce qu'il croit. Mais le haut fonctionnaire qui fait partie du parti présidentiel, parce qu'il est nommé là, et il exerce des fonctions de fonctionnaire, mais tout le monde sait où il est parti, où il existe, avec qui il est. Mais vous avez des choses qu'il doit faire pour vous. Vous croyez qu'il va le faire pour vous? En tout cas, si un homme de son parti arrive, il le fera pour lui et pas pour vous. Alors que la fonction publique doit être indépendante de toute personne et de toute obédience politique. Le fonctionnaire, il est là pour la nation, il est là pour le pays, il n'est pas là pour un parti politique. Le papier qui est en face de lui, il doit l'exécuter et le faire, et puis tout, au revoir. Il ne sait même pas à qui ça appartient, ce n'est pas son problème. Mais il dira, ah oui, ça c'est pour M. Sarr, il est opposant, ça c'est pour Doudou Ndoye, il vient de dire quelque chose pour Sonko, alors que moi je n'ai jamais vu Sonko. Est-ce le cas? Je veux préciser, oui. Je n'ai jamais vu M. Sonko. Il ne m'a jamais vu, sauf télévision, radio. Il ne m'a jamais vu, je ne l'ai jamais vu, sauf télévision. Moi, je suis un homme de principe du droit. Je suis un homme de droit.
Quand le droit se présente, je dis ce que je pense, je dis ce que je crois. On va dire, ouais, mais il a défendu Sonko, je n'ai défendu personne. J'ai défendu mes petits-enfants en disant ce que je dis, parce que je souhaite que mes petits-enfants vivent dans un pays de tranquillité, dans un pays de droit, dans un pays de culture, dans un pays de sécurité. Je serai toujours contre qui que ce soit qui viole le droit de mon pays. C'est pour le droit que je le fais. Je le fais pour personne. Parce que moi, c'est fini pour moi. Cette violation du droit a commencé dans l'administration aujourd'hui. Est-ce le cas? Je dis, les droits sont tous les jours violés. En tout cas, depuis quelques années, il y en a beaucoup plus. Permettez-moi de m'arrêter là. Permettez-moi de m'arrêter là. Ce n'est pas moi qui suis en cause aujourd'hui. Je suis venu pour qu'on parle du Sénégal. Un cas pratique. S'il vous plaît. Un cas pratique. Je vais parler une langue que tout le monde connaît. Un cas pratique. Il y a des candidats qui cherchent du parrainage ou des parents qui sont bloqués dans des régions. Dernier cas avec Khalifa Sall. D'autres candidats qui sont en roue libre. Est-ce, par exemple, la preuve de ce que vous décriviez tout à l'heure? Attendez, dites-moi bloqué comment? Parce que je suis... Par exemple, voilà. Khalifa Sall a été bloqué par le préfet, son escorte. Il était dans l'obligation de marcher pour aller voir l'électorat, par exemple. Ah. Le préfet aurait... Non. a bloqué les voitures de Khalifa Sall pour l'empêcher de circuler. Oui. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je suis très clair. Ce n'est pas normal. C'est une violation des droits du citoyen. Je ne parle même pas de Khalifa Sall. Ça m'est égal, je me moque de lui. Il le sait bien. Je suis très clair. Mais je dis du citoyen. Moi, je dépends de personne. Je ne dépends que d'une seule personne. Dieu. Le compte que je rendrai à mon père et à ma mère quand je les trouverai au paradis est ce que je laisse comme héritage à mes enfants et petits-enfants. Sinon, je dépends de personne d'autre sur cette terre. Et pourquoi ce n'est pas normal? Mais c'est le droit du citoyen de circuler librement, a fortiori lorsque on marche vers une élection présidentielle où les candidats doivent avoir une protection absolue et une liberté absolue de faire tout ce qu'ils veulent faire. Liberté absolue de faire tout ce qu'ils veulent faire et protection absolue par l'État pour tout candidat ou futur candidat. Mais c'est ça le sens de la démocratie. C'est le choix libre par chaque citoyen de son futur dirigeant. Mais si celui qui veut être futur dirigeant ne peut pas accéder aux citoyens, mais c'est la pire des atteintes au peuple sénégalais, même pas à Khalifa Sall. Ils confondent le candidat et le peuple. C'est le peuple qui choisit son dirigeant. Et en empêchant le peuple de connaître chaque dirigeant, vous empêchez le peuple de choisir le dirigeant qu'il veut. Et vous portez atteinte à la Constitution du Sénégal. C'est un crime contre la Constitution. Le processus électoral... C'est un crime contre la Constitution. C'est mon point de vue. Le processus électoral est-il biaisé d'avance avec ce que l'on voit aujourd'hui? C'est un crime contre la Constitution. J'ai dit pire. Le processus électoral, c'est un mécanisme administratif. J'ai dit pire. Un processus, c'est un mécanisme. Le droit d'un peuple de choisir vous, comme dirigeant, ce n'est pas un mécanisme, ça. Ça, c'est le sens de notre présence au Sénégal. C'est pour ça que le lébou que vous avez dit et le alpulaar ou le séeréer que vous êtes, on est là face à face. Sinon, vous seriez dans votre village et moi dans mon village. Chacun avec ses pagaies, ses sagaies, ses flèches. Nous sommes une nation unie dans notre diversité. Cette union dans notre diversité, c'est ça que la Constitution a voulu, dans son esprit et dans son cœur. Et il faut respecter ça. Tout passe dans la vie. Chaque pouvoir passe. Tout avantage passe. Mais respectez ce qui fait que vos enfants vont vouloir aimer rester ici. Ce qui explique beaucoup de l'émigration. J'espère qu'on va y arriver. Ah oui? Oui. Pourquoi? Non, j'espère qu'on va y arriver. Allons-y. Ah oui, vous voulez qu'on y arrive? Oui, parce que vous m'avez lancé la perche, oui. Pourquoi cela traduit le vœu ou le désir des Sénégalais à quitter ce pays? De tous les Sénégalais. Vous savez, il y a 12 ans, je dis bien 12 ans, je venais de Paris le matin. À l'époque, le vol quittait Dakar la nuit pour aller à Paris et quittait Paris le matin à 9h pour revenir à Dakar. Moi, je prends l'avion Paris-Dakar le matin à 9h, je rentre dans l'avion, je vois au fond de l'avion un garçon maigre qui est tout seul dans les petites places. Je le remarque et j'attends que l'avion se stabilise pour pouvoir bouger.
Je quitte ma place, je vais aller m'asseoir à côté de lui. Parce qu'il y avait une place libre à côté de lui. Je lui dis, mais jeune homme, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? D'où venez-vous? Il me dit, je viens du Sénégal. Je dis, vous venez du Sénégal? Il dit, oui. Il me dit, hier soir, j'étais dans l'avion, j'ai quitté Dakar. Et je suis arrivé ce matin, comme j'avais un faux passeport, les gens m'ont dit, vous ne rentrez pas en France, vous retournez avec le même avion. Je dis, mais comment vous avez fait pour avoir ce faux passeport? Il m'a dit, c'est quelqu'un qui me l'a vendu. Je dis, à combien? Il dit 1 million. Je vais payer? Non. J'ai avancé 500 000 et j'ai donné les autres 500 000 à quelqu'un qui servait de garant. Si je passe la frontière française, je téléphone, il prend ses 500 000. Mais si je rentre, il me rend mes 500. Je dis, il vous rendra vos 500 maintenant? Oui, oui, pas de problème. Je dis, mais si vous avez 1 million de francs, comment vous avez fait pour avoir 1 million au Sénégal? Il dit, je vendais dans les rues, je traficotais, etc. Et j'ai pu l'avoir. Je dis, mais si vous étiez resté au Sénégal, vous auriez pu gagner beaucoup plus? Il me dit, oui, je le sais. Oui, je le sais. Je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas resté? Il dit, j'en avais marre du Sénégal, je n'aime pas ce pays. Je dis, pourquoi? Il me dit, écoute, chaque mois, je vais au village, je vais voir mes parents. Je leur donne de l'argent. Je reviens à Dakar, je continue mon commerce. Chaque semaine, tous les jours, le téléphone sonne. Donne-moi encore. Je viens te voir. Donne-moi ceci. J'en ai marre. Je préfère émigrer. Et là-bas, je suis tranquille. Et chaque mois, j'envoie un mandat. Personne ne me dérange plus. Alors, j'ai fait un article sur ça. Je l'ai écrit dans un journal. Je l'ai appelé Jokin le voyageur. Et j'ai expliqué tout ça il y a 12 ans dans un journal. Alors, je vais plus loin que ça. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un pays. Et vous allez me le dire. Moi, je suis accompagné aujourd'hui par 2 jeunes. C'est 2 jeunes qui m'accompagnent, qui sont toujours avec moi, qui ont à peine 30 ans. Alors, moi, j'en ai 80. Mais je suis tout le temps avec eux. Et vous êtes dans un pays où je vous défie. Et je défie le Sénégal entier. D'aller dans un village quelconque de notre pays, de rencontrer les jeunes quelconques et vous leur demandez, est-ce que vous êtes heureux chez vous? 99% vous diront non. Quand vous sortez de la maison de vos parents, est-ce que vous allez vers quelque chose qui vous rend heureux? 90% vous diront non. Quand vous allez dans les rues de Dakar, de Mbacké, de Matam, de Saint-Louis, est-ce que vous rencontrez des choses qui vous rendent heureux? Vous êtes content d'être chez vous? 90% vous diront non. On est malheureux. Et pourtant, chacun a 100 000 francs ou 200 000 francs dans sa poche. Ce n'est pas une question économique, c'est faux. Je dis bien, toutes les solutions qu'ils cherchent à travers budget pour la jeunesse, des fonds d'appui à la jeunesse, tout ça c'est faux. Rien ne les empêchera d'émigrer si on ne donne pas le bonheur à cette jeunesse autour d'elle. Quand nous étions jeunes, nous, je l'ai mis dans mes mémoires, j'avais 17-18 ans. À l'époque, nous prenions le bateau, on faisait, nous, des voyages clandestins dans les bateaux, 5 jours dans les cales, en Serville, Lyoté, etc., pour aller en France. Tous les jeunes de Dakar Plateau, tous, 90%, ont vécu leur vie en France. Vous savez pourquoi? De cette manière-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous étions là, on avait notre vie agréable, on dansait, on était sur les plages, on s'habillait bien, mais quand on voyait les films de cinéma, on voyait les acteurs, les Alain Delon, les ceci, les Brialy, qui étaient habillés, mais c'était du cinéma. Le cinéma, on les maquillait, ils étaient beaux, ils étaient jolis. Et puis aussi, parfois, on recevait des photos de nos amis qui étaient en France, qui étaient en manteau d'hiver, qui avaient leurs blondes. On se disait, mais on va aller prendre des blondes, on va aller porter des manteaux d'hiver. Et puis, ça nous attirait pour la France. Et nous étions tous des émigrables. Et je dis tous. Et nous étions heureux. Je peux vous assurer que nous étions très heureux à Dakar. Mais nous voulions avoir plus. Aujourd'hui, il y a des gens particulièrement malheureux dans leur pays par rapport à nous. Nous, on était heureux, on était très heureux, notre génération. On avait tout. Mais eux, ils n'ont rien. La jeunesse aujourd'hui n'a rien, n'a même pas d'habits propres. Est-ce que vous pouvez me montrer, dans la rue de Dakar, 2 ou 3 jeunes qui sont proprement habillés et élégamment habillés? Montrez-le-moi. C'est pas catégorique cela, l'habit propre. Mais je fais une analyse sociologique, monsieur. Ici, on porte des habits propres. Oh, monsieur, si c'est propre, c'est pas beau. Nous, on était propre, on était beau, on était élégant. Mais l'habillement, attendez, l'habillement est personnel. Je parle de... Bon, d'accord. Oui, vous avez des habits propres. Oui. Mais est-ce que vous avez un jardin beau? Vous êtes au point E. Dites-moi quel est le beau jardin du point E où vous allez vous promener.
Ce n'est pas l'apanage du citoyen. Mais ça doit être l'apanage du citoyen. C'est l'apanage un peu des municipalités Mais- qui doivent construire des cadres de Attendez, vie. municipalité, État, c'est pareil. Je vous parle de l'État. L'État, c'est les municipalités. Mais c'est qu'est-ce tout le qu'un monde. jeune peut faire pour aménager dans Mais un le jeune espace? n'a rien à faire. On doit faire Exactement. pour lui. Exactement, c'est ça. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Oui. Nous disons la même chose. Oui. Nous disons la même chose. Oui. Le jeune ne fait pas, c'est pas le jeune qui fait les espaces publics, c'est pas lui qui fait les routes, C'est ça. c'est pas lui qui fait les ponts. On Exactement. doit le faire pour lui. Oui. Les espaces jeunes, où les jeunes se rendent heureux, où les jeunes peuvent faire ce qu'ils doivent faire comme des jeunes, n'existent pas. Un jeune n'est pas là seulement pour manger du pain. Un jeune est là parce qu'il est jeune. Peut-être vous êtes vieux avant l'âge. Nous avons été Ah bon? jeunes. Mais c'est possible. Vous raisonnez comme un vieillard. Moi, je raisonne comme un jeune, comme le jeune que je fus. C'est peut-être ça notre différence. Moi, j'ai encore dans mon âme cette vie de jeunesse. Mais vous l'avez perdu déjà. Pourquoi? Mais c'est dangereux. J'ai peur pour vous. Pourquoi? Parce que vous l'avez perdu. Ça se voit. Moi, je garde encore cet esprit, cet instinct de jeunesse. Les générations sont différentes. Mais non, mais je le garde encore. Les gens de ma génération, ils l'ont tous gardé parce qu'ils l'ont vécu. C'est dans notre sang. On était bien, nous. On l'est toujours parce que c'est en nous. On avait un environnement qui nous rendait bien. Et la jeunesse d'aujourd'hui? Mais un environnement qui le rend mal. C'est la cause Écoutez, du on ne départ. plaisante pas sur ça. Ça, c'est trop sérieux. Ouais, oui, bien sûr. C'est notre avenir. L'avenir de nos enfants qui est en jeu. On ne plaisante pas sur ça. Les gens, ils pensent à l'argent. L'argent, l'argent, ils se trompent. L'être humain ne vit pas que d'argent. C'est une erreur, une grosse erreur, de croire que l'être humain ne vit que d'argent. C'est possible de se rendre à Diamniadio pour parler de l'industrie, l'industrialisation. La deuxième phase de la plateforme industrielle internationale de Diamniadio a été inaugurée récemment. C'est une soixantaine d'entreprises, 23 000 emplois qui seront générés dans cet espace. Croyez-vous à l'industrialisation du Sénégal à travers la sphère Diamniadio? Oui, votre question est bizarre, hein? L'art d'écouter aussi, de votre côté, s'il vous plaît. J'ai écouté votre question. Ma réponse commence par dire votre question est bizarre, parce que vous avez dit l'industrialisation à travers la sphère de Diamniadio. C'est à moi que vous posez la question. Vous avez dit croyez-vous, donc c'est à moi. Non. Pour deux raisons. La première, je n'ai jamais été d'accord avec ce qui existe aujourd'hui, mais ça existe. Je n'y peux plus rien. Diamniadio n'était pas fait pour être une ville. C'est une grossissime erreur historique. Diamniadio, c'est la frontière naturelle entre la région de Dakar et la région de Thiès. Diamniadio, c'était une zone agroéconomique. C'était pour les arbres, c'est pour les forêts, c'est fait pour l'élevage. Diamniadio devait nourrir en tant que zone écologique toutes les régions de Thiès et de Dakar. Malheureusement, ceux qui ne connaissent pas cette terre et son origine, c'est pour ça que vous avez bien fait de dire le Libou, parce que c'est la terre des Libou. Nous connaissons nos terres. Nous savons ce que nos parents ont fait de leur terre et voulaient faire de leur terre. Ceux qui ne le savent pas, on dit une ville. Comment pouvez-vous concevoir une ville comme Diamniadio et prendre une autoroute au milieu qui coupe cette ville en deux, hein? Alors qu'en Europe, tout le monde a cassé, on a cassé toutes ces zones-là pour rendre les gens heureux. Vous m'avez posé une question, s'il vous plaît, répondez. Je réponds, je suis sur la première phase. La première phase, c'est de dire je n'ai jamais été d'accord avec cette ville de Diamniadio. Mais elle est là. Elle est là. Devant la réalité qui s'impose à moi, je ne peux rien. Diamniadio est là. Le président de la République est en train de faire ce qu'il veut. Il peut en faire ce qu'il veut. Mais maintenant, on arrive à l'industrialisation. C'est très bien. Étant donné que Diamniadio est là, on a fait un pôle industriel. Si on peut faire de l'industrie et donner 23 000 emplois, c'est bien. Mais 23 000 emplois, ce n'est pas le Sénégal. Combien de jeunes naissent par an et sont des chômeurs? Est-ce que nous avons de bonnes statistiques? Des statistiques de chômage, des statistiques de demandeurs d'emploi qui sont exactes. S'il y a 23 000 emplois ici, il y a 200 000 demandeurs d'emploi par an de plus. Parce qu'on ne fait que des enfants. On a l'art de faire des enfants, on n'a pas l'art d'arrêter. C'est la vérité. Cette vérité est dite depuis toujours par tout le monde. Et on a peur, nous-mêmes, Sénégalais, de voir cette vérité-là et de l'appliquer. On ne fait que des gosses. Et on ne s'arrête pas. Vous pouvez donner tous les emplois que vous voulez, il y en aura toujours. La démographie n'est pas un vice.
Mais oui, Faire des enfants n'est pas un vice maintenant. c'est un vice pour moi. N'ai-je pas le droit? Bien sûr. N'avez-vous pas le droit de dire ce que vous avez dit? Mais la démographie. Mais je dis, mais la démographie des pauvres, moi je ne veux pas, je veux la démographie de riches. Mais tout dépend de ce que l'on Je offre veux à cette la démographie, démographie-là. la démographie de gens aisés. Je veux la démographie de gens qu'on fait naître et à qui on donne de quoi vivre. Je veux la démographie d'une jeunesse qui a du travail, d'une jeunesse qui vit très bien. C'est mon droit de vouloir que mes enfants soient heureux et les enfants de vos enfants. C'est ce que je veux moi. Le nombre, ça m'est égal. Je veux des gens bien, qui vivent bien. Parce que démographie, tout est remplacé par du matériel maintenant dans la machine. Il y a 40 ans, vous n'aurez pas utilisé toute cette machinerie qui est dans votre télévision. Il y avait plein de monde. Pourquoi vous ne mettez pas 200 personnes ici? Parce que la machine les remplace. Mais c'est le monde qui le veut comme ça. Donc je veux des choses de qualité et pas de la quantité. Mais je reviens à votre industrialisation. Oui, oui. Je ne crois pas que l'industrialisation soit la solution du Sénégal. Encore une fois de plus, je navigue à contre-courant. Tous les candidats à la présidence de la République, la plupart disent industrialisation, industrialisation. Et notre président vient dire, je suis en train de le faire. C'est ça. En nous montrant ce qu'il vient de faire à Diamniadio, il dit, je suis en train de le faire. D'autres disent, nous allons industrialiser. Mais moi, je suis contre. Tout cela, je suis contre. Si vous pouvez m'écouter, je vous explique pourquoi. L'industrie signifie mécaniser la production, rendre la production plus rapide et rendre la production quantitativement plus importante et vendre. Premièrement, le Sénégal n'a pas un marché suffisant pour acheter. Le Sénégal, en tant que Sénégal, est constitué de pauvres qui achètent un kilo de carottes à 60 francs et qui n'ont même pas le moyen de l'acheter, a fortiori des billes, etc., industrialisés. Le marché sénégalais ne peut pas acheter ce qu'une industrie produit. Deuxièmement, vous devez exporter. Les règles de l'OMC font que, récemment, le président de la République est invité à l'OMC d'ailleurs pour s'expliquer sur cette question, il le sait parfaitement. Les règles de l'OMC font que tous les pays du monde peuvent importer d'où ils veulent. Alors, imaginez, et pour être simple maintenant, pour aller vite, imaginez une production chinoise par rapport à une production sénégalaise. La machine que vous utilisez au Sénégal, vous l'avez importée de Chine parce qu'on ne produit pas des machines-outils. Ce ne sont pas les mains des hommes qui fabriquent, c'est des machines qui fabriquent. Ces machines doivent être fabriquées d'abord. Et ces machines ne sont pas fabriquées. Les machines aussi ne sont pas fabriquées chez nous. Vous importez de Chine des machines-outils qui vous coûteront 3 fois plus cher que la machine qui est en Chine parce qu'il faut transporter, il faut payer la douane, il faut payer tout ça. Donc, le même Chinois qui est à Canton, qui a la même machine que vous ici, qui fabrique avec un salaire chinois beaucoup plus faible, en plus, qui fabrique 10 fois plus que vous, qui avec les règles de l'OMC transporte avec ses propres bateaux, l'amène ici chez vous, le vendra moins cher, beaucoup moins cher que vous qui avez fabriqué ici. Mais ça, c'est économie. Si vous ne le savez pas, monsieur, je vais avoir peur de vous. Vous êtes censé le savoir. Alors, vous allez exporter où? À Abidjan. Mais l'Ivoirien va importer ce que le Chinois a produit. Parce que ça lui coûte beaucoup moins cher. Il ne va pas importer du Sénégalais parce que c'est l'OMC. Vous allez exporter où? En France? Ah, il n'est pas question. Le Français fabrique chez lui et beaucoup, beaucoup moins cher. Et vous n'avez pas de marché. L'industrialisation, c'est une fausse donnée. Nous, tout ce que nous faisons vient de l'idée d'un étranger qui nous dit « faites ceci ». On ne fait jamais rien qui vienne de chez nous, de notre propre pensée. Et c'est ça que je reproche aux Sénégalais, à ceux qui nous dirigent. Nous sommes capables, nous avons la capacité, nous, de voir ce qu'on doit faire. Nous ne devons pas industrialiser, mais nous devons agronomiser. Prenez ce mot, agronomiser. Faire en sorte que tout notre pays soit un bonheur végétal. L'environnement, planté partout. Tous les arbres fruitiers de la terre peuvent se retrouver au Sénégal. Nous avons une très bonne terre. Nous avons un très bon soleil. Nous avons de l'eau en souterrain. Nous devons faire en sorte que tout le monde vienne cueillir, je dis bien cueillir toutes les nourritures chez nous et faire en sorte que tout le sol du Sénégal soit vert. Et nous aurons un pays de bonheur et tous les touristes du monde entier vont se défiler ici pour profiter du soleil et de notre nature. Et cette industrie touristique nous rapportera 100 000 fois plus d'argent que toutes les industries du monde. Mais nous avons peur du temps.
nous avons peur du temps. Peur du temps, c'est quoi? Planter un arbre prend 7 ans, 8 ans avant de produire. Mettre une machine et produire vite, ça prend 2 jours. Ouais. On préfère prendre des machines, produire 2 jours, déclarer faillite 6 mois plus tard. Ouais. Acceptons que c'est le temps qui produit et faire en sorte que notre pays soit un pays de bonheur. Encore une fois de plus, je reviens à notre jeunesse, à qui on ne donne rien qui puisse faire qu'il aime son pays. Moi, je fais tout pour que mes enfants aiment le Sénégal. Il y en a 2 au Sénégal, il y en a 2 en France. Mais tout ce que je fais, c'est pour que mes enfants aiment leur pays. Exactement. Et pourtant, je ne réussis pas encore. Mais parce qu'ils sont comme tous les enfants sénégalais. C'est vrai. Ils disent dans ce pays, il n'y a rien. Mais vous êtes journaliste, faites des enquêtes, faites des statistiques. C'est le minimum qu'on puisse demander à la presse de faire des enquêtes, de faire des statistiques. Moi, je dis quelque chose. Allez vérifier. Dites-moi quand vous trouverez 10 Sénégalais qui disent qu'ils aiment le Sénégal. Je ne parle même pas des enfants, je parle des gens comme moi, des gens un peu moins que moi, qui ont des situations, qui ont de l'argent. Exactement. Ils vous disent, j'aime pas ce pays. C'est pourquoi tous les soirs, tous les avions sont remplis. Allez à l'aéroport, tous les soirs, 5, 6, 7 avions sont remplis. Pour aller où? 1 semaine, 3 jours. Ils inventent des missions, ils inventent des ceci. C'est pour quitter ce pays parce qu'il n'y a rien ici. En tout cas, Maître Doudou Ndoye, le temps... Aimons notre pays, c'est aimons important. nos concitoyens. Oui. Maître Doudou Ndoye, le temps, c'est notre principal ennemi. Merci beaucoup pour ces échanges. Non, moi, le temps, c'est mon ami, ce n'est pas mon ennemi. Pour cette conversation, pour ces Parce que échanges. c'est Dieu le temps. Oui. Et Dieu est mon ami. Exactement. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci. C'est un plaisir toujours de vous rencontrer Merci, et de merci. discuter avec vous. Vous me fatiguez, tu m'as fait de la psychologie. Mais Merci, vous êtes charmant. Merci beaucoup. Merci, Maître. vous êtes une jeunesse Merci. charmante. Merci beaucoup. Je souhaite que vous pensiez à ce bonheur dont j'ai parlé. C'est important. Croyez-moi, réfléchissez sur ces choses-là. C'est important. Merci également à toute l'équipe de JDD. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro.